Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 4 du podcast de Hockey sur demande. Encore une fois, accompagné cette semaine de Stéphane Grenier. Salut Stéphane! Yes sir, comment ça va? Ça va bien toi? Bien, ça va bien, ça va bien. Là, c'est le gros épisode qu'on attendait depuis un bout. La fameuse division métropolitaine là, qui, toutes les forces là, de cette année se retrouvent pratiquement dans cette division-là, ou du moins, il y a quelques équipes qui devraient sortir avec une bonne fiche là, dans cette division-là. La division métropolitaine va être à surveiller, ça, il n'y a aucun doute. Mais avant qu'on embarque dans le sujet de notre classement, juste une petite nouvelle qu'on va discuter rapidement. Eh bien, on a déjà des joueurs qui ont été nommés, entre guillemets, pour leur équipe olympique, parce que si tout va bien, qu'il n'y a pas de revirement de situation incroyable à la dernière minute, eh bien, cette année, les joueurs de la LNH pourront participer aux Jeux olympiques. Et là, il y a l'Équipe Canada qui en a annoncé déjà 3 et la Suède aussi. Du côté du Canada, bon, pas de surprise avec Crosby et McDavid puis Pietrangelo. On va y aller avec ces 3 premiers-là. Je voulais te poser la question surpris, mais pas vraiment. Là. Je veux dire, Écoute, la seule surprise que j'ai, c'est Pietrangelo. Là. Je pense que c'est pas une surprise depuis 2 ou 3 ans parce qu'il est parmi le top 3, top 5 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Mais je pense que si on se reporte peut-être en 2017-2018, on n'aurait pas mis Pietrangelo dans ce top 3-là. Mais je suis content de voir que Sidney Crosby va jouer avec McDavid. Je pense que c'est un rêve pour McDavid qui a annoncé l'autre fois sur son compte Twitter. Fait que ça va être le fun. Écoute, on devrait être encore très, très, très compétitif au Canada dans les Olympiques de cette année. Là, imagine, on n'a pas encore annoncé McKinnon, mais c'est sûr qu'il va être là lui aussi. Là. Probablement. C'est le quatrième joueur annoncé. Ben moi, honnêtement, si j'avais une surprise, c'était peut-être ça. Moi, je pensais qu'à la place de Pietrangelo, on aurait annoncé comme un McKinnon, parce qu'on s'entend que McKinnon, c'est sûr qu'il va être là, parce que c'est un joueur ultra dominant lui aussi. Mais tu sais, il y a plein de joueurs qu'on aurait pu dire bah, c'est surprise qu'il ne l'ait pas annoncé tout de suite. Des Brad Marchand qui sont quand même très excellents. Des John Tavares, peut-être. C'est peut-être moins sure shot dans son cas. Mais c'est quand même une belle option aussi. Ou Carey Price à la limite. Là. Mais lui, c'est sûr que je peux comprendre que il se blesse tout le temps au moins une fois par saison. Donc c'est un petit peu. On va être sûr, du côté de la C'est ça, on ne veut pas trop oser. Mais justement, petite parenthèse, je trouve ça quand même, pas drôle, là, mais je trouve ça un peu prématuré peut-être d'annoncer des joueurs aussi rapidement que ça, surtout qu'on est encore à plusieurs mois des Jeux olympiques. Oui, on annonce que Crosby et McDavid vont être là, mais pas aussi bien être les deux blessés lorsque ça va être le temps de jouer aux Jeux olympiques. Donc, j'ai hâte de voir là, si effectivement on aura droit à ce scénario-là. Mais c'est ça, il y a toujours les blessures qui peuvent nous gâcher ça, fait que je trouve ça un petit peu prématuré d'annoncer ça là, mais en même temps, on veut commencer à faire rêver les partisans d'une possibilité de voir Crosby, McDavid et sûrement McKinnon aussi jouer dans la même équipe. Oui, c'est sûr, mais en même temps, tu sais que ces 3 joueurs-là veulent vraiment aller aux Olympiques. Donc, je pense que c'est des gars que depuis les 8 dernières années veulent aller aux Olympiques. Donc, de nommer ces 3 joueurs-là, on sait très bien que ces 3 joueurs-là vont faire partie de l'alignement si jamais il n'y a pas de blessure. Fait que c'était facile, je pense, là, pour le Canada de nommer ces 3 joueurs-là. Et du côté de la Suède, on a, pas répliqué, mais on a annoncé également 3 joueurs, soit Gabriel Landeskog, Mika Zibanejad et Victor Hedman. Ce n'est pas les mêmes pointures que le Canada, mis à part Hedman, là, qui est un des meilleurs défenseurs. Ce n'est pas le meilleur défenseur depuis des années dans la LNH. Zibanejad et Landeskog, c'est des bons joueurs, mais pas au niveau de Crosby et McDavid. Mais quand même, la Suède qui fait toujours partie des pays dangereux là, au niveau des Jeux olympiques. Donc, c'est pas à piquer des vents non plus. Là. Non, c'est encore une autre équipe qui va être compétitive. C'est sûr que l'alignement va être différent un petit peu, mais je pense que quand tu as probablement un des très bons goalers qui vont être là-dedans aussi cette année, on a Victor Hedman en défensif, il faut vraiment être dominant, mais on ne sait jamais, la Suède est toujours très, très dominante dans ces tournois-là. C'est juste le Canada et les États-Unis souvent qui vont venir gâcher la surprise. Je dirais même le Canada tout court, parce que même les États-Unis, des fois, c'est pas... j'ai hâte de voir ce roster-là, moi. J'ai hâte de voir, mais je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de jeunes. Puis est-ce qu'ils vont être prêts? Est-ce qu'un gars comme Cole Caulfield peut être suggéré pour les États-Unis, lui qui devrait être parmi les meilleurs recrues cette année? Est-ce qu'un Zegras peut peut-être recevoir une invitation aussi? J'ai hâte de voir si on peut aller vers l'avenue de la jeunesse, parce qu'il y a des joueurs talentueux aux États-Unis, mais c'est des joueurs jeunes. Mais dans les vétérans américains, on a des Pacioretty, on a des Patrick Kane, mais la profondeur n'est pas pareille qu'au Canada là, au niveau des vétérans, je parle. Là, je pense qu'il y a un mouvement là, qui est en train de s'en venir de plus en plus pour les joueurs américains, des Jack Hughes qui s'en viennent aussi. Donc, c'est peut-être pas cette année, mais dans 4 ans que je pense que les États-Unis vont être extrêmement dangereux, mais cette année, ils ne me feront pas si peur que ça, honnêtement. Mais là, juste parce que j'ai dit ça,
il y a quelque chose qui va arriver. Parce que tu sais, c'est la même chose qu'au championnat du monde de hockey junior. On dit tout le temps, hey, le Canada est vraiment pacté cette année, ou bien l'année que les États-Unis étaient hyper pactés, justement, il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, puis que finalement, ils n'ont même pas remporté de médaille d'or non plus. Non. Puis l'histoire s'est répétée aussi avec le Canada, je pense que c'est l'année suivante ou elle d'avant, qui avait un méchant bon club, mais que finalement, ils n'ont jamais été capables d'aller chercher l'or. Fait que, tu sais, des fois, on dit souvent que c'est sa glace que ça se joue, puis on peut le voir, là, surtout dans les tournois qui sont courts comme ça, qui ne laissent pas de marge de manœuvre, parce qu'on s'entend que c'est pas des 4 de 7, là, c'est un match, t'es out, là, quand tu passes évidemment la phase de qualification, là, quand tu es rentré dans les rondes éliminatoires, c'est un match. Fait que il suffit juste que ton gardien ait une mauvaise soirée dans le corps, puis ça vient tout gâcher. Là. Effectivement, puis tu sais, moi je pense qu'une jeune équipe n'a jamais de complexe. Fait que ça pourrait probablement faire, comme tu dis, ça va être soit pas un désastre, mais soit qu'ils ne vont pas se qualifier probablement pour la demi-finale finale, ou ils n'auront pas de complexe. On ne sait jamais, hein, des gars comme Cole Caulfield, Zegras, qui ont des bonnes saisons, vont arriver là avec pleine confiance, puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Maintenant que ce dossier est clos, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. Et évidemment, je te pose encore une fois la question avant chaque classement. Comment tu as dealé avec ce classement-là? Hey, ça nous a pris 2 semaines tellement qu'on était... On pourrait dire ça. On était tellement sans mots. Ça nous a pris 2 semaines pour faire le classement. Écoute, pour vrai, ça n'a pas été facile. C'est toutes des bonnes équipes, je pense. Mais en même temps, ça a été... je pense que ça va être le classement qu'on va être le plus séparé, moi, pour toi. On n'a pas été quand même réguliers sur nos plans. On était souvent 1 ou 2 alentours. Mais écoute, j'ai essayé de faire mon mieux avec ce classement-là, mais on s'est vraiment gardé le plus tough pour la fin, là. Vraiment. Écoute, moi, je ne te mentirais pas que c'est le classement où je suis le moins confiant. Il y a trop de questionnements sur certaines équipes. Tu sais, dans la division, exemple, Pacifique, dans les 2 divisions de l'Ouest, tu sais, on se disait, bon, entre 2 et 6, on ne sait pas trop qui placer, mais tu sais, on sait quand même un peu vers où on s'en va dans cette division-là, dans le sens qu'on sait qu'une équipe qu'on va classer 2, mais tu sais, on l'a vu avec nos classements qu'on a fait chacun de notre bande, tu sais, au final, ça a été que nos équipes différenciaient peut-être de 1 rang ou 2 rangs gros max. Là. Il n'y a pas eu de gros, à part, je pense, les Stars que moi, j'avais placé vraiment haut, toi plus bas. Je pense que c'est la seule équipe peut-être qu'on avait un plus grand écart, mais sinon, on suivait quand même pas si peu au niveau du classement. Mais celui-là, j'ai l'impression, comme tu as dit, que c'est un peu out of nowhere. Là. Je pense que ça va être... on va chacun avoir un classement très différent et avec des points qui vont se valoir aussi. Mais pour ma part, j'ai surtout fait mon classement en raison des questionnements que j'avais sur certaines équipes et non en analysant, exemple, telle formation versus telle formation, quelle que je place plus haut. Contrairement à ce que j'ai fait dans les autres divisions, entre autres. Mais celle-là, c'était vraiment plus au niveau de mon questionnement sur ouais, mais si ça arrive ou si ça arrive pas, où je vois cette équipe-là au niveau du classement. C'est plus dans cette veine-là que je suis allé. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner nos classements ensemble. Donc, je vais te laisser aller avec ton numéro 8 pour débuter ça. Écoute, je vais y aller. Moi, j'ai commencé avec les Devils au numéro 8. J'ai commencé les Devils, pourquoi? Parce que, comme tu dis, la diversité des équipes est bonne. Mais je pense que les Devils, c'est pas pour tout de suite. Je pense que leurs devoirs sont faits peut-être pour les prochaines années. Ils ont ajouté beaucoup de personnes cette année. Mais comme je te dis, c'est tellement difficile de classer. J'ai pas pris en ligne de compte. Oui, Doug Hamilton est rendu là. Ryan Graves est rendu là. Jonathan Bernier est rendu là. Thomas Tatar est rendu là. Luke Hughes est rendu là. Mais je suis pas capable. Les Devils, pour moi, c'est une équipe plate à regarder jouer depuis trop longtemps. Mais je suis vraiment, vraiment pas sûr de cette décision-là avec mon 6-7-8. Par contre, je pense qu'offensivement, ça sont rajeunis. On a rajeuni, on a apporté beaucoup de mieux. Tatar qui a fait très bien à Montréal quand même en 3 saisons. Là, on a bien beau chialer après. Mais je pense que Tatar a fait bien à Montréal. On a aussi beaucoup de jeunes qui poussent. Kuakonen qui s'en vient aussi, qui devrait probablement commencer la saison au proche, d'après moi, avec les Devils. Donc, moi, je pense que l'avenir est bon, mais pas tout de suite. J'ai encore une bémol avec Blackwood dans les buts. Je pense pas que Jonathan Bernier non plus, c'est la solution pour aller chercher peut-être un 10-15 points de plus par une saison. Donc, c'est peut-être pour ça que je les ai classés 8e aussi. Mais malheureusement, là, comme je te dis, les Devils sont exclus de série et sont 8e pour moi à cause que sûrement la diversité de cette division-là qui est trop serrée pour moi. Là. Moi, vois-tu, je les ai placés un petit peu plus haut. Moi, mon 8e, j'ai mis les Blue Jackets de Columbus. Je trouve que c'est une équipe
qui a des éléments intéressants, mais je me suis pris en note manque de joueurs d'élite à l'attaque. Je pense que Lainé, son étoile a parlé un petit peu en raison des dernières années. Là, c'est une saison pour lui qui peut se racheter avec un nouveau coach, entre autres. Mais je trouve quand même que cette équipe-là, oui, on a amené un gars comme Jakub Voracek, mais Voracek, c'est le joueur le plus montagne russe que j'ai vu de ma vie. Il connaît une bonne saison. La saison d'après, ça vaut rien. Après ça, il revient avec une grosse saison. Fait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et pourtant, il est avec une équipe qui était quand même pas si pire avec comme les Flyers de Philadelphie. Là, il se retrouve à Columbus. Est-ce qu'il va être capable d'être aussi offensif? Et on a échangé un de nos meilleurs buteurs du côté des Jackets, Atkinson, un joueur qui était plus constant, peut-être moins productif dans ses meilleures saisons, mais on sait que c'est un gars de 30 buts à chaque année s'il reste en santé. Très bon en désavantage numérique également. Et là, on se débarrasse de lui pour un gars comme Jakub Voracek, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous amener. Au centre, c'est encore très nébuleux. On a Jack Roslovich là, qui a bien fait, mais est-ce que c'est un véritable centre numéro 1? Permettez-moi d'en douter. Max Domi, même chose, ça a été décevant l'année passée. Donc, non, les Jackets, ils ont des bons éléments défensifs. Par contre, là, avec les Werenski, les Boqvist qu'on a acquis en retour de Seth Jones, on a 2 gardiens très respectables, mais je pense que le manque de punch à l'attaque va faire mal à cette équipe-là. Mais j'ajouterais, par exemple, que ce n'est pas une équipe qui va en arracher comme les Sabres ou les Coyotes vont le faire cette année. Je pense que ça va être une équipe qui va livrer des bonnes batailles match après match, mais qu'en raison du classement qui est trop... des équipes qui sont trop bonnes dans cette division-là, ben, c'est peut-être eux qui vont payer le prix au final et qui vont terminer au 8e rang. Mais je ne les vois pas là, parmi les 3 pires équipes de la Ligue. Là. Exact. Puis pour renforcer les points que tu as dit, on a perdu Seth Jones, Atkinson, Del Zotto. Je pense qu'on a perdu plus qu'on a gagné cet été. Comme tu dis, Voracek, c'est un bon passeur. Tout le monde le sait. C'est un gars qui a passé pendant des années avec les Flyers, mais il n'a jamais été un buteur. Donc, est-ce qu'il est vraiment vers la pente descendante? Moi, je pense que oui. Sean Corelli, c'est pas assez un game changer pour faire plus avec cette équipe-là. Fait que, comme tu dis, il y a trop de questions avec cette équipe-là. Fait que moi, je les ai classés 7e. Est-ce que Laney va faire 40 buts? Probablement que s'il fait 40 buts, les Blue Jackets vont être meilleurs. Est-ce que Max Domi va rebondir après 2 saisons de sa vente, les 2 dernières saisons? Il y a trop de bémols. Je pense juste que la seule personne qui va être pompée à l'os cette saison, ça va être le gardien là, Elvis là, qui va essayer qui a dit à tout l'été qu'il essaierait d'honorer son ancien coéquipier là, qui a sauvé sa famille cet été. Donc, je pense que celui qui va être en feu cette année, ça va être lui dans les buts, mais il n'y aura peut-être pas la meilleure attaque et défensive devant lui pour peut-être aller chercher le fameux Vizina comme il a dit qu'il ferait. Par contre, ça, c'est un élément qui pourrait jouer en faveur des Jackets, cette solidarité-là que les joueurs vont avoir envers leur ancien coéquipier. Ça peut faire bien du dommage. On l'a vu avec le Canadien lors des dernières séries. Je pense que les joueurs s'en doutaient un peu que chez Weber, ça s'en allait vers la fin. Ah oui. Puis d'après moi, ça les a c'est vraiment serré. Puis c'est à cause de ça, pas juste à cause de ça, mais c'est une très grande motivation qui a fait en sorte que le Canadien s'est rendu loin en série. Je ne dis pas que les Jackets vont répéter la même chose, mais si les Jackets terminent plus haut que 8e rang, que mettons s'ils terminent 4, 5 ou 6e dans ces bouts-là, ben, il y aura peut-être un petit peu de ça qui va faire en sorte que cette équipe-là a surperformé. Parce que sur papier, moi, je les vois 8e, mais les impondérables comme ça peuvent faire en sorte parfois que les résultats là, sont différents. Exact. Au 7e rang, j'ai mis les Penguins de Pittsburgh. Là, je pense que la chute, c'est là que ça se passe là, du côté des Penguins. Surtout qu'on va être privé de Crosby et Malkin en début de saison. Puis qu'on n'a absolument rien fait de l'été pour améliorer cette équipe-là. On a encore un énorme point d'interrogation avec un Tristan Jarry devant le filet. Il a connu une bonne saison régulière dans l'ensemble, mais dans les séries, ça a été horrible dans son cas. Lequel qui va se présenter en saison régulière avec une équipe moins bonne en plus. Comme j'ai mentionné, ils n'ont rien ajouté. Il n'y a pas d'espoir vraiment qui pousse, là, peut-être à part Samuel Poulain, mais sinon, ou Pierre-Olivier Joseph aussi en défensive, mais sinon, il n'y a pas de superstar en devenir qui s'en vient. Il n'y a pas un Zegras ou un Caulfield là, qui cogne à la porte là, pour venir donner un second souffle à cette équipe-là. Ça fait des années que les Pingouins vivent un petit peu sur le respirateur artificiel en saison régulière. On réussit à se qualifier pour les séries, mais une fois rendu en série, c'est déception après déception depuis 2-3 ans. Là, je pense que c'est le temps que les Pingouins vont chuter. On attend cette chute-là, puis d'après moi, c'est cette année que ça va se produire. Puis les premiers mois, ça ne sera pas chic là, du côté de Pittsburgh là, sans nos 2 meilleurs joueurs de centre. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis c'est drôle, on a switché. Tu as mis les Devils pas mal plus haut que je pensais. Moi, je les ai mis 6e, les Pingouins. Pour les mêmes raisons que toi, je pense que c'est là que ça se fait.
Je doute pas du talent de Crosby. Je doute pas du talent de Malkin. Je doute pas du talent du Québécois à la défensive. Le temps. Je doute pas de l'attaque de cette équipe-là quand même, parce qu'on a quand même des joueurs d'avant qui peuvent faire des buts, mais il faut voir vraiment que tout le monde en fasse plus pour qu'ils puissent probablement se rendre vers les séries. Mais le duo de gardien de but, il n'y a aucune raison que cette équipe-là n'ait pas été chercher un gardien de but cette année. Je comprends pas. On a dit ça pour 3-4 équipes à date depuis les 4 podcasts. Mais les Pingouins, pour moi, c'est la pire équipe qui n'a pas été chercher de goaler. On sait très bien que Christian Jarry et De Smith ne font pas le travail. Ils ne l'ont pas fait depuis 2 ans. Ils n'ont pas démontré qu'ils étaient meilleurs. Ils n'ont pas démontré qu'ils voulaient plus. On a signé Domingue, qui encore est un 3e gardien national depuis trop d'années. Donc, je pense que, comme tu dis, avec l'absence de Crosby et Malkin au début de saison, ça va être un début de saison difficile. Je vois pas qui peut prendre le plus ou qui peut prendre la relève dans cette équipe-là à court terme. Donc, encore moins à long terme. Sinon, toi, tu avais mis les Pingouins au 6e rang. Donc, je vais aller avec mon 6e. Moi, j'ai mis les Devils là. Ouais. Je trouve que les Devils ont un bon duo de centre. C'est sûr que Jack Hughes, là, on va espérer qu'il prenne une coche. Nico Hischier, on va espérer aussi qu'il fasse bien. Mais j'aime surtout ce que les Devils ont fait en défensive avec l'ajout de Dougie Hamilton. Là, les Devils ont vraiment un corps arrière au niveau de la défensive là, pour l'avantage numérique. Ryan Graves, qui est un très bon défenseur défensif aussi. Luke Hughes, bon, lui, ça va plus être pour les années à venir. Je ne pense pas qu'il va jouer dès cette année là, du côté du New Jersey. Tatar, une belle addition là, pour du côté des alliés chez les Devils. Jonathan Bernier, c'est pas la mer à boire, mais c'est un gardien numéro 2 qui peut faire le travail. À lui de le prouver maintenant qu'il peut le faire. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, ce que j'ai écrit du côté des Devils sur mon petit post-it, j'ai écrit bon centre, les alliés peut-être un peu plus faibles. Je pense que c'est ça qui va faire mal du côté des Devils. Mais je vois quand même une équipe qui va progresser cette année puis qui va même passer en avant des Pingouins. Mais je ne les verrai pas plus haut que ça, par contre. Ouais, c'est un bon point. Puis écoute, on a toujours une bémol avec cette équipe-là. Hein? Piqué Souban, c'est quel Piqué qu'on va voir cette année? Si c'est le gars de 60 points ou 50 points, probablement que les Devils vont se ramasser au 5-6e rang, comme tu me dis. On est souvent déçus avec Piqué, malheureusement, mais c'est un joueur qui vient de mettre les points sur le tableau habituellement. C'est un gars qui a l'air étanché cette année. Mais pour toutes les raisons que tu as dit, là, je pense que cette équipe-là va être meilleure d'année en année, mais pas de suite pour l'instant. Dans le cas de Piqué, je pense que dans son cas, ça n'a jamais été un problème de forme physique. C'est juste qu'on dirait qu'il n'est pas dédié totalement au hockey. Puis ça fait mal. T'sais, encore là, je pense que j'ai vu une nouvelle passer récemment que lui veut se lancer dans la production au niveau des films et tout ça. Concentre-toi donc sur le hockey. Tu as une équipe, avec le contrat que tu as en plus, tu as une équipe à mener, là, soit un leadership dans cette équipe, un leader dans cette équipe-là. Commence pas de partir 48 projets en dehors. Moi, je vois un coéquipier qui fait ça, ça me donne l'impression que c'est un coéquipier qui s'entorche un peu du hockey, que pour lui, c'est pas que c'est un passe-temps, mais pas loin. Je dis pas non plus qu'il faut que le joueur soit 24 heures sur 24 là, en mode hockey et qu'il regarde 48 games pour étudier. Mais quand tu le vois faire 48 projets comme ça, tu te dis, puis nous, là-dedans, on compte où pour lui dans tout ça? C'est plus ce message-là que je trouve plate un peu dans le cas de Piqué parce que c'est un fichu de bon joueur de hockey, mais on sent qu'il n'est pas totalement dédié à son sport, puis ça paraît sur la glace, puis c'est un peu pour ça aussi qu'il en arrache, parce que c'est un gars qui a toujours été en excellente forme physique, qui s'entraîne tellement fort durant l'été, mais après ça, les résultats ne viennent pas parce qu'il y a tout le temps d'autres choses alentour ou... évidemment, c'est de la spéculation que je fais, mais on voit clairement que depuis que justement il se lance à gauche et à droite sur plein d'affaires, on le voit sur la glace que c'est pas un joueur qui est focus. Non, c'est le déclin. Puis c'est dommage parce que c'est un joueur de hockey qui était le fun à voir aller, mais malheureusement, je pense qu'on a déjà vu les meilleures années de Subban dans son cas. Oui, puis écoute, va peut-être vouloir mieux jouer cette année, peut-être un petit peu meilleur, c'est quand même sa dernière année de contrat. Là. Son contrat de 8 saisons termine cette année. Donc, s'il va avoir un contrat l'année prochaine avec un bon salaire, je sais que c'est pas ça le problème dans son cas, mais je pense qu'il va essayer peut-être d'en donner un petit peu plus cette année. Imagine le scénario. Piqué Subban, agent libre à la fin de la saison, signe un petit contrat de 2-3 ans avec le Canadien, le party est pogné. Je sais pas si ça va être bon. Le party va être pogné, les amis. Parce que je suis pas mal sûr que lui, il voudrait revenir à Montréal. C'est sûr. Oh, oui, c'est sûr, ça. Mais je pense pas que Bergevin voudrait le signer. En fait, ça va dépendre probablement si Bergevin re-signe un contrat de son côté. Là. Ouais, là, on va un petit peu à l'extérieur du sujet, mais
On va en parler. Là. Si Bergevin ne renouvelle pas son contrat avec les Canadiens, probablement que le prochain directeur général va être intéressé par un gars comme Piquet Souban sur les. Tout dépendamment du salaire, parce qu'on sait que les Canadiens à droite ne sont pas très, très bien nantis. Mais ça, on se gardera ça au pire pour un autre podcast. On va continuer pour notre classement. Vas-y donc, t'as 5 ans? On s'est rendu en 5e, mais je vais y aller avec ton équipe. Vas-y. Ouais, tu veux que j'y aille? OK. Moi, j'ai mis les Rangers. Oh! J'ai mis les Rangers. On s'entend sur un club, Adam. Ah, ben c'est bon. Tu vois, parce que je pense qu'on est un petit peu, pas vers la croisée des chemins. C'est peut-être pas la bonne expression, mais je pense qu'on s'en vient là, dans la bonne place au niveau des Rangers. C'est sûr qu'on a beaucoup de bons. Là. C'est sûr que Lafrenière est là. On est allé chercher aussi, on a Panarin. On a Ryan Reeves qui s'en vient aider cette année. On a Barclay Goodrow aussi qui va être là avec Sammy Blais. Il ne faut pas oublier, là, Samuel Blais. Sammy Blais, c'est un gars qui va grinder la game sur un méchant temps. C'est un joueur que j'adore voir jouer. Donc, ça, je pense que c'est une bonne acquisition. Puis, on fait partir un petit peu des joueurs qui ont été perdus au cours des dernières années. Là. Buchnevich, Brendan Smith, Colin Blackwell, c'est tous des gars qui ont bien fait, mais pas été étincelants. Je pense que pour les 3 qu'on perd, on gagne 3 bons joueurs. On va aller chercher surtout de l'élément physique avec Ryan Reeves. On en parlait la dernière fois, moi et toi, est-ce que les fameux Goons ont encore leur place? C'est sûr, mais qu'on joue contre les Capitals, ça va être important. Ryan Reeves va être important. Puis encore là, Ryan Reeves, c'est pas un goon non plus. C'est pas un goon, il joue au hockey, il amène l'énergie, il est capable de jouer au hockey, c'est ça l'essentiel. Là. Exactement. Fait que, on voit qu'on commence à mettre de la viande sur l'os au niveau des Rangers, c'est ça qui est le fun. Il ne faut pas oublier Zibanejad, c'est un gars qui est toujours bon offensivement. On a Panarin qui va encore continuer de bien faire. On a Kreider qu'on oublie souvent aussi dans cette équipe-là. On a Capo Caco. Si enfin, je pense qu'on met beaucoup d'espoir sur ce petit gars-là aussi, mais s'il peut débloquer, puis on dit débloquer, mais on se dit jouer au talent qu'il est supposé d'avoir. C'est un joueur qui va faire beaucoup de points cette année. Donc, c'est un choix de deuxième ronde en 2019. On a un choix de première ronde en 2020. Lafrenière a commencé le lendemain l'année passée, a bien fini. Je pense que cette année, cet été, il va bien faire. Moi, je l'ai vu personnellement. Il est venu à mon magasin il y a 3 semaines. Il est en shape, je peux vous dire ça. Le petit gars, il est prêt. J'espère que tu vas parler de notre podcast, qu'il checké ça. Non, mais j'aurais dû, mais non, j'étais un peu gêné. Non, il n'y a pas de problème. Mais écoute, c'est probablement dans les 4 divisions, l'équipe qui pourrait me faire le plus mentir, je pense, dans nos classements. Je pense que cette équipe-là, si ils ont un bon début de saison, que les gardiens de but font la différence puis qu'ils font la job. Puis je pense qu'on a un très bon duo de gardiens de but aussi là, avec Georgiev et Shesterkin. Donc, ça peut nous faire mentir puis probablement faire les playoffs. Mais ça va être c'est là que ça commence. Là, les 5 équipes qu'on va nommer, les 5 prochaines, ça va être difficile. Ça va être tout être une saison de ce côté-là. Écoute, moi, j'ai mis les Rangers 5e, mais j'ai mis un astérix et j'ai écrit à côté « sauf si les jeunes step up ouais. ». Si Lafrenière et Kako réussissent à trouver enfin leur aire d'aller, je peux les voir un peu plus haut. Peut-être pas au premier rang, mais je ne serais pas surpris qu'ils finissent 4e puis peut-être même 3e rang. Parce que les équipes que j'ai placées au 4e, 3e rang, j'ai des interrogations aussi sur ces équipes-là. Mais présentement, je les vois en avant des Rangers parce que ce qui est acquis, selon moi, là, les faits, si on veut, entre guillemets, je trouve que ces équipes-là sont meilleures que les Rangers. Ouais. Mais si les jeunes step up, l'histoire peut être différente. Parce qu'ils ont des bons attaquants, Panarin, Zibanejad, Kreider. Tu as parlé des acquisitions, c'est pas nécessairement du talent qu'ils ont ajouté, mais ils ont ajouté un besoin qu'il y avait, puis c'était du grind, de la robustesse, parce que cette équipe-là n'en avait juste pas. Puis on l'a vu contre les Capitals de Washington, que Tom Wilson faisait ce qu'il voulait sur la glace pratiquement. Là. Puis c'est Panarin qui en a payé le prix un peu. Puis là, cette année, on amène un gars comme Ryan Reeves. Ça va peut-être amener du respect. Puis des gars comme justement Tom Wilson vont se dire « Oh, t'as peu, là, si je me mets à faire le clown sur la glace puis à vouloir brasser tout le monde en faisant des coups de cochon, ben ça se peut qu'il faudra que je droppe les gants avec ce gars-là. Puis c'est pas le fun de dropper avec un Ryan Reeves. J'ai jamais essayé, mais je suis dans la catégorie des personnes qui se disent « C'est pas besoin d'essayer pour le savoir. » C'est pas mal un des 2-3 que ça te tente pas, là. Non, c'est ça. Fait que, puis sinon, tu as parlé devant le filet avec les Georgiev et Shesterkin. Ça va être un bon duo. Encore jeunes, peuvent encore prendre un peu plus d'expérience, mais c'est pas mauvais. Ta défensive, écoute, on a Adam Fox, on a des gars comme Trouba aussi. On a des jeunes joueurs qui poussent également. On a Rand Lindgren qui n'est pas mauvais non plus. Puis un gars qui fait bien aussi au Canada. C'est un petit peu ma montre qui commence à me parler tout seul. Là. Bon, là, je voulais dire aussi qu'un gars qui fait très bien au camp d'entraînement présentement, c'est Nils Lundqvist, un petit défenseur suédois offensif
qui a récolté sa part de points dans les matchs hors concours. Donc, j'ai hâte de voir s'il va obtenir un poste ou du moins démarrer la saison avec les Rangers. Mais c'est un autre défenseur talentueux qui pourrait percer l'alignement des Rangers. Il y a K'Andre Miller aussi qui n'est pas mauvais du tout. Donc, non, il y a des bons jeunes en défensive du côté des Rangers, mais c'est ça. Il faut que ces jeunes-là prennent un step. Puis s'ils prennent un step, c'est sûr que les Rangers vont terminer plus haut que le 5e rang, là, selon moi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est des bons arguments que tu as là-dessus. Ben d'accord. 4e rang maintenant. On approche du top 3, mais petite dernière équipe avant d'attaquer le top 3. Qui t'a mis 4e? J'ai mis les Flyers. Oh, 2e équipe qu'on est d'accord. Ouais, j'ai mis les Flyers. Oui, c'est rare, 2 de suite. On s'attendait à des classements vraiment différents. Finalement, c'est pas si pire que ça. Ça va être un 2-3 la différence. J'ai mis les Flyers parce qu'on a rajouté vraiment beaucoup des bons. Moi, je trouve qu'on a rajouté des bonnes choses. Ryan Ellis, toujours bon. Rasmus Ristolainen qui faisait rien avec Buffalo, qui va probablement venir aider le défenseur des Flyers. On a Kevin Atkinson qui part de Blue Jackets, qui s'en va directement avec les Flyers, qui va apporter de l'attaque, mais qui est aussi bon défensivement. On était chercher, je pense, notre spécialiste de l'avantage numérique avec Keith Yandel. On a cherché Martin Jones qui stagnait un petit peu, je pense, avec les Sharks, mais qui est un bon gardien. Je pense pas que c'est un top 10 en ligne nationale, mais c'est un top 15 pour moi. Donc, c'est pas mal ça qu'ils ont ajouté. Pour ce qu'ils ont perdu, Jakub Voracek, on en a parlé tantôt. Shane Gostisbehere, on n'en parlera pas, malheureusement. C'est pas une chose. Je pense qu'il est à temps qu'il sorte de Philadelphie. Philip Myers, qui, moi, je suis pas impressionné par ce défenseur-là tout le temps. Le gros qu'on a perdu, je pense, c'est Nolan Patrick. Qu'on parlait justement avant le podcast avec Robin Lehner. Là. Donc, je pense que c'est vraiment la chose qui fait mal chez les Flyers. Par contre, on va chercher 3 nouveaux défenseurs. Fait qu'on a complètement une nouvelle brigade défensive complète. Puis je pense que ça va aider cette équipe-là beaucoup parce que l'année passée, c'est ça qui a manqué. Ils ont eu une très mauvaise saison l'année passée. Je pense qu'on a mis ça aux oubliettes assez rapidement. Ils ont fini en bas du Canadien d'un point du Canadien l'année passée au 18e rang. Mais je pense que cette équipe-là peut faire beaucoup mieux que ça. Ça va être vraiment à Carter Hart, je pense qu'il va quand même être le goaler numéro 1 à faire la différence. Il faut que ce petit gars-là prenne sa place. C'est vraiment important. Puis il va avoir un bon second avec Martin Jones pour l'aider. Donc, moi, je pense qu'on s'en va dans le bon point. Puis on n'a pas parlé des gros ajouts aussi, mais on a ajouté Derek Brassard, qui est toujours un bon joueur de 3-4e trio. Fait son lot de but, fait son lot de passe, aussi bon défensivement. On a cherché, selon moi, un des meilleurs centres du 4e trio de la Ligue nationale avec Nate Thompson. Il est vieillissant. On l'a vu à Montréal pendant une couple d'années, mais je pense que c'est un gars qui gagne ses mises en jeu. C'est un gars qui est bon défensivement, bon en désavantage numérique. Fait que ça va venir renforcer un petit peu plus le 4e trio de ce côté-là. Donc, moi, je pense que c'est une chimie. On a changé beaucoup de joueurs. On a beaucoup de monde qui sont partis. Je pense que si la soupe bouille et que tout va ensemble, ça va bien aller. Donc, je les ai mis en play-off pour ça. Mais selon moi, ça va passer par Carter Hart. Il faut que ce petit gardien-là fasse beaucoup mieux cette année que les autres années. Bon, vois-tu, j'ai placé les Flyers au 4e rang, mais j'ai quelques points que je suis en désaccord avec toi, par exemple. Go. Bon, les Flyers, moi, j'ai mis à côté comme note bonne acquisition, mais avec un point d'interrogation. Parce qu'on a ajouté Ryan Ellis, qui est un bon défenseur offensif. Il est bon défensivement aussi, mais il est surtout offensif. On a ajouté Keith Yandel, qui est un bon défenseur offensif, mais dégueulasse défensivement. On a ajouté un gars comme Ristolainen, qui est bon offensivement, mais défensivement à Buffalo, c'était catastrophique. Est-ce que c'est à cause de Buffalo ou si c'est à cause qu'il est vraiment moins bon défensivement? Quand je te disais tantôt que j'ai jugé les équipes selon les points d'interrogation, ça, c'en est un. On a fait 3 grosses acquisitions, mais est-ce que la défensive est réellement améliorée défensivement? Parce que ça n'a jamais été un problème d'être offensif. Là, on avait des Ivan Provorov qui étaient très bons. On a eu des Shane Gostisbehere dans le passé qui étaient très bons offensivement. Défensivement, Provorov est très bon. Puis je pense que c'en est un que ça, par contre, qui va peut-être écoper au niveau des points. Donc, si vous l'avez dans vos poules, dont moi, malheureusement, considérez peut-être de le dropper parce qu'il coûte quand même 5-6 millions. Puis avec les arrivées de Yandel, de Ellis puis de Ristolainen, ça se peut que Provorov ait moins de temps de jeu en avantage numérique. Il va en avoir pas de la place à ces gars-là puis qu'il va plus se concentrer sur des missions défensives. Donc, est-ce que la défensive des Flyers est réellement meilleure? Peut-être offensivement, oui. Défensivement, il faut qu'ils me prouvent qu'effectivement, ils sont meilleurs défensivement. Deuxième point, Martin Jones, moi, il est fini. C'est pas un gardien que je considère comme un bon gardien là, dans la LNH. C'est sûr que je vois que des équipes quand même dégueulasses à San Jose, là, que ça ne marchait plus, mais moi, honnêtement, je n'ai pas aimé cette signature-là du côté des Flyers parce que, justement, tu as un Carter Hart qui est tellement fragile présentement. J'aurais aimé qu'on signe un gardien plus safe, entre guillemets.
un gardien qui amène plus de stabilité plutôt qu'un gardien qu'il en a arraché dans les 2-3 dernières années, puis on ne sait pas vraiment si ça va se replacer du côté de Philadelphie. Fait que ça, c'est un autre gros point d'interrogation que j'ai du côté des Flyers. Parce qu'au départ, quand les Flyers avaient fait tous leurs gros moves, là, les Ellis, pas avec Blad, mais ça aurait été le fun avec Blad, là, mais c'est plutôt Yandel qui est arrivé. Et aussi, Ristolainen, mon premier réflexe, c'est ça y est, les Flyers terminent premier dans la division, ils vont tellement être forts. Mais quand que j'ai repensé à tout ça, je me suis dit, ouais, peut-être une minute, là, c'est des défenseurs offensifs, mais qui ont certaines carences en défensive, peut-être à part Ellis, qui est plus two-way un peu. Ouais. Mais c'est ça, il va falloir qu'ils me prouvent qu'effectivement, cette défensive-là est meilleure. Offensivement, je pense que l'avenue de Cam Atkinson, ça, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui va amener des buts, qui va amener surtout un gars qui peut jouer en désavantage numérique. Et si je ne me trompe pas, c'est une des carences des Flyers des dernières années, de désavantage numérique. On amène un gars qui non seulement est capable de tuer des pénalités, mais il est capable aussi de marquer en désavantage numérique. Donc, c'est une menace en plus d'être fiable en désavantage numérique. Donc, ça, c'est très bon. Puis, on sort un gars comme Voracek qui, a un gros contrat et deux, ses performances ne sont pas très constantes. Fait que ça, au moins, on sait qu'avec Atkinson, si tout va bien, c'est un 30 buts sur shot dans son cas. Ça devrait, effectivement. Fait que, puis tu sais, les Couturier, les Konechny qui vont continuer à prendre du galon. Donc, il y a des Farabi aussi qui a connu une très bonne saison l'an passé. Il y a des Morgan Frost qui poussent. Donc, l'attaque des Flyers, je ne suis pas tant inquiet. Mais c'est ça. J'ai placé les Flyers quatrième, mais mon gros point d'interrogation, c'est la défensive. Est-ce qu'elle peut vraiment être meilleure défensivement? Et Martin Jones, est-ce qu'il va être capable de supporter un Carter Hart dans le cas où Hart ne retrouve pas ses repères cette année? Ça, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. J'aurais aimé une signature plus sûre, peut-être un Renta ou même à la limite un Frédéric Anderson que j'aime même pas à la base, mais qu'au moins, on sait qu'il est capable de performer quand il y a une équipe pas si pire devant lui. Mais Martin Jones, là, pour moi, c'est un gardien qui... J'espère pour lui qu'il va se relancer à Philadelphie, mais j'ai des doutes. C'est des points valables. Alors, allons-y avec la numéro 3. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai rien à dire là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bémols, puis t'as raison. Là. Plus qu'on va dans l'os, plus que ça regarde que... Mais par contre... Moi, je pense que les Sharks ont une mauvaise équipe depuis 3-4 ans, puis Martin Jones a fait son lot de points rendus là. Mais je suis d'accord, c'est sûr qu'on va le voir de toute façon. Ça ne sera pas un premier, ça va être un second, puis il faut que Carter Hart fasse ça. C'est la clé aussi. Il faut que Carter Hart rebondisse, mais tu sais, c'est une autre équipe que j'aurais dû mettre pas un point d'exclamation, mais plutôt un astérix à côté. Si la défensive est vraiment améliorée, puis que Jones est capable d'offrir des départs de qualité, les Flyers sont dans le top 3 garanti. Là. Mais en raison de ces deux points d'interrogation-là que j'avais, je ne pouvais pas les placer top 3. Non, t'as raison. C'est légitime. Vraiment légitime. Mais de toute façon, on les avait au même rang. Fait que c'est pas une catastrophe non plus. Là. Exactement. Vas-y avec ton numéro 3. OK. J'ai mis les Capitals, numéro 3. J'ai mis les Caps. Pourquoi? Parce que je pense que les Islanders et les Hurricanes vont être meilleurs cette année. Je crois beaucoup en le système des Islanders, donc c'est pour ça que je les ai mis plus haut. Mais si on revient du côté des Capitals, je pense qu'on a rajouté... On a perdu pas grand-chose. Je pense Brendan Dillon, Zdeno Chara, puis Michael Raffle, puis Craig Anderson. Je pense pas qu'on a perdu vraiment des joueurs qui étaient... qui faisaient la grosse différence. Zdeno Chara, ça reste un Hall of Famer, mais je pense qu'il y en a plus fait qu'il y en a à refaire. Du côté des ajouts, on a re-signé Samsonov. Donc, on l'a transféré avec le Kraken. On l'a re-signé après. C'est lui, ça, je pense? Non, c'est Vanecek. C'est le deuxième gardien. Excuse-moi, c'est Vanecek. Excuse-moi. Donc, on a resté Samsonov. On a Vanecek qui est revenu après une courte allée avec le Kraken. Et on a signé Matt Irwin et Dylan McIlrath. Donc, on a cherché la défensive plus que d'autres choses. C'est sûr qu'on a une très bonne attaque qui roule depuis des années. Il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes, par contre. Donc, on y va vraiment avec un plus. Est-ce qu'Anthony Manta va débloquer? Mon ancien des Red Wings devrait. Là, j'espère pour lui que ça va bien aller. Je pense qu'on est vraiment équilibré offensivement. Excuse-moi. Mais je pense que cette équipe-là est très bonne, mais a vieilli. Donc, c'est pour ça que je les ai mis troisième. Moi, je pense que il n'y a rien de spécial chez les Capitals. Ça fait longtemps qu'on les voit dans le top 3, top 4, top 5 de la Ligue nationale. Donc, je pense qu'on n'a pas ajouté grand-chose avec des joueurs qui vont probablement jouer dans la Ligue américaine.
Hendrick Lapierre peut-être faire bien avec. En tout cas, il connaît un gros camp avec les Caps Quand- présentement. Ouais, Puis la il y a un blessure de gros camp. Backstrom pourrait faire en sorte qu'il va peut-être démarrer la saison à Washington. Là. Probablement, mais je pense qu'on va donner un 7 ou un 9 matchs. Là. Je pense que c'est ça, 7 ou 9 matchs avant C'est qu'on. neuf. C'est 9, donc on sera obligé de donner un contrat, en fait, de faire prendre la première année de contrat. Donc, on pourrait lui donner un petit bonbon. Il fait vraiment très bien, comme tu dis. Très, très bien, mais je pense qu'il n'y a pas de place vraiment à long terme là, pour cette année, pour Lapierre. Il va pas venir remplacer s'il y a de quoi pour les blessures. Mais je pense que c'est pas un déclin, mais je pense que ça va être tellement serré dans les top 3 dans cette division-là que moi, j'ai préféré mettre l'équipe à ton troisième. Moi, j'ai mis les Hurricanes troisième. C'est une très bonne équipe, mais j'aime vraiment pas leur duo de gardien de but. Puis j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. C'est mon gros point d'interrogation parce que sinon, l'attaque est là, évidemment. Aussi, la défensive est là. Même si on a perdu un gars comme Dougie Hamilton, on a quand même des bons jeunes joueurs. Mais on a perdu également Jake Bean. Là, ça, c'est une autre affaire là, que je ne comprends pas trop. Ça, j'ai pas vraiment aimé l'off-season des Hurricanes, mais le résultat final est qu'ils ont quand même encore une bonne attaque, encore une bonne défensive. Sauf que là, il y a des impondérables qu'il va falloir surveiller. Kotkaniemi, les distractions que ça peut causer en raison de toute la situation qu'il y a eu cet été, l'offre hostile. C'est bien bon, on vous a piqué le joueur maintenant, mais écoute, 6,1 millions, il va-tu vraiment performer à la hauteur de ce contrat-là? Ensuite, on en ajoute une couche avec la signature d'Anthony DeAngelo, qui a une réputation de bouette à l'extérieur de la patinoire, qui est très. C'est un gars qui amène beaucoup de controverses. Donc, à quel point que ça va jouer ensuite là, au niveau de l'ambiance dans le vestiaire et tout ça. Donc, ça, c'est deux impondérables qu'il ne faut pas laisser de côté, il faut prendre en considération. Mais c'est vraiment devant le filet que j'ai vraiment des grosses interrogations. Mais en ayant une bonne défensive devant, des fois, ça peut masquer bien des affaires. Est-ce que ça va être suffisant? On verra bien. Mais je pense que les Hurricanes, ça va être une équipe top 3 sûr dans cette division-là. J'aurais pu les placer au deuxième rang, mais je vais te dire la raison pour laquelle j'ai placé les deux autres équipes là, en avant lorsqu'on sera rendu là. Mais pour moi, les Hurricanes, c'est troisième. Mais deuxième, premier, je ne serais pas surpris non plus. Mais trop d'interrogations devant le filet. Ouais. Ah, je suis d'accord. Puis moi, je les ai mis deuxième. Donc, c'est le même point. Pourquoi, là? Est-ce que le duo. C'est ça, quand on nomme Mrazek, habituellement, ça part mal. Là. Est-ce que Nedeljkovic ou Mezarek est meilleur que Fredrik Anderson et Antti Ranta? Moi, je pense que le duo avant était meilleur. Donc, ça fait vraiment mal pour cette équipe-là, que ça s'est rendu quand même 2 années de suite en finale de division contre le Lightning. La perte de Hamilton va faire mal, donc c'est pour ça que je les ai mis deuxième. Moi, par contre, je les vois qui sont bien dirigés. J'aime bien Rob Brennamour, donc c'est un gars qui est bien dirigé. On a ajouté Derek Stepan aussi, qui est un vétéran de la game présentement, qui va peut-être vous donner un petit peu plus d'ajout à cette équipe-là au niveau du leadership. Mais comme tu dis, on a perdu, on a acheté Ethan Bear aussi. On a ajouté Yann Cole, on a Tony D'Angelo, que comme tu dis, ça pourrait être la carte cachée de cette équipe-là cette année. Si ce gars-là peut bien jouer et pas faire de frasques à l'extérieur, ça peut être autre chose. Puis on oublie souvent Vincent Trocheck qui a vraiment bien fait l'année passée avec les Hurricanes. Donc, moi, je pense pas que c'est offensivement le problème. Kotkaniemi, j'en parlerai pas parce que tout le monde en parle. J'espère pour lui que sa carrière va continuer de bien aller. C'est pas un joueur qui a mal fait à Montréal. Selon moi, il a été mal utilisé la dernière année, mais ça reste que si tu veux avoir quelque chose dans la vie, il faut que tu en donnes assez. Donc, ça va être vraiment pour lui de voir rendu là-bas. C'est pour ça que j'ai mis les Hurricanes deuxième. Moi, je pense qu'offensivement, ils sont meilleurs que les Capitals. C'est drôle à dire parce qu'il y a des gros canons chez les Capitals. Mais avec l'absence de Backstrom, comme dit tantôt, je ne sais pas si Ovechkin va être capable de faire autant de buts en partant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les Hurricanes deuxième. Au deuxième rang, j'ai mis les Capitals de Washington. Puis ma note que j'ai mise sur eux, c'est on sait ce qu'on a avec eux. C'est la seule équipe peut-être aussi les Islanders qu'on a mis tous les deux premiers, visiblement, que il n'y a pas d'interrogation vraiment avec cette équipe-là. Oui, peut-être un peu la blessure de Backstrom qui peut inquiéter, mais lorsqu'il va revenir au jeu, cette équipe-là a encore un bon avantage numérique. Elle a encore un bon groupe d'attaquants. Défensivement, c'est peut-être un petit peu leur maillon faible, mais tu as encore un des meilleurs défenseurs offensifs en John Carlson. Orlov, qui est un défenseur très sous-estimé selon moi. C'est un bon défenseur défensif qui amène de la robustesse aussi. Devant le filet, on a un bon duo de jeunes gardiens en Samsonov et Vanecek. Honnêtement, j'ai rien à dire vraiment négatif sur les Caps, sauf le fait que peut-être en défensive, il manquerait peut-être un défenseur top 4 pour vraiment solidifier ça, mais ça peut s'ajouter à la date limite des transactions à la limite là, si l'équipe est dans la course. Donc, c'est pour ça que je les ai mis deuxième.
encore une fois, c'est un peu la même logique que j'ai avec les Hurricanes. Je les vois dans le top 3. S'ils sont troisième, ça ne va pas me surprendre plus qu'il faut. Mais moi, je trouvais juste que le fait que cette équipe-là, on sait ce qu'elle va donner à chaque saison, que c'est plus un surshot que les Hurricanes. Même si les Hurricanes, on l'a mentionné tantôt, il y a une bonne attaque et une bonne défensive, mais je ne serais pas surpris que les Caps terminent devant. Mais ces deux équipes-là sont très interchangeables pour moi, là, mais j'ai une petite préférence envers les Caps. C'est correct, c'est correct. C'est correct. Écoute, on a mis les deux dans la même place. Pourquoi? Les Islanders. Je pense qu'on est rendu là, aux côtés des Islanders. Avec un des entraîneurs que j'adore le plus. Oui, c'est un système de jeu qui est plate pour les fervents amateurs de 7 à 1, de 7 à 5 ou de 9 à 8. Mais je pense que c'est un 9 à 8. 9 à 8. Donc, c'est le genre de système de jeu, je pense, qui peut fonctionner à long terme. Mais en même temps, Barry Trotz fait bien. C'est pas une équipe qui marque pas de but. Donc, je pense que c'est ça la différence avec le temps. Je pense que son passage à Washington, il a fait apprendre qu'il pouvait être autant bon défensivement, avoir une grosse offensive. Fait que je pense que ça, c'est un bon plus à une bonne plume à son arc, là, comme on dirait. Donc, j'ai mis les Islanders premier. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est rendu là. On a une grosse équipe en avant de nous autres. On a bien fait au cours des 2 dernières années. Mais je pense que là, on est rendu à cette place-là. On a rajouté Richard Panik. On a rajouté Pelec qu'on a re-signé, en fait. On a perdu Jordan Eberle, que je pense que ça va faire du bien qu'il soit parti de là. Pas parce qu'il n'était pas bon, pas parce qu'il n'y a pas de talent, mais je pense que ça ne cadrait pas. On a perdu Nick Leddy, je pense, qui était la plus grosse perte, c'était pendant l'été. Puis on a Michael Dalco aussi qui est parti. Donc, on a re-signé Beauvillier, on a re-signé Kyle Palmieri, on a re-signé Casey Cizikas. Faut pas oublier aussi qu'ils ont signé Zach Parisé. Zach Parisé aussi, très tardif, effectivement. Merci, je l'avais oublié de le marquer dans ma petite note, moi, avec. Donc Parisé qui a signé aussi de ce côté-là. Donc, on a quand même beaucoup de profondeur aussi à la défensive. Là. Si on regarde ça, on a Boychuk, Dobson, Aiki, Ao, Mayfield, Pelec qui a signé. Donc, ça fait pas mal de monde qui sont habitués. Je pense qu'on est rendu là du côté des Islanders. Puis il y a aussi le vétéran Andy Green qu'on a rajouté. On a aussi la recrue avec Samuel Bolduc, notre géant de 6 et 4, 220 livres, originaire de Laval. Donc, 14 points en 24 games l'année passée avec les Islanders de Bridgeport. Donc, ça reste bien. L'avenir est belle et je pense que l'avenir va être bon longtemps avec les Islanders. Puis comme je te dis, c'est dur de miser contre notre cher ami Barry Trotz. Mais je pense qu'on a vraiment une bonne équipe cette année pour probablement finir premier dans cette division. Ben écoute, les Islanders, c'est pas compliqué. C'est une équipe qui va pas être une équipe hyper spectaculaire, mais c'est efficace. Fait que tu sais, c'est pas une équipe qui va remporter des matchs 7 à 1, 8 à 1, mais ils ont tellement de profondeur au niveau de l'attaque. En défensive, ils sont très bons. Puis tu sais, oui, ils ont perdu des éléments comme tu as mentionné Jordan Eberle, Nick Leddy en défensive, qui peuvent sembler être deux gros morceaux, mais tu sais, on a un attaquant qui pousse du côté de Wallstrom qui prend de plus en plus de galons, donc devrait pallier cette perte-là, ou du moins prendre un poste là, du côté de l'aile droite, puis au pire, on changera des joueurs là, sur les autres trios. Ouais. Mais sinon, Nick Leddy, oui, ça paraît d'être une grosse perte, mais Noah Dobson a pris toute une coche l'an dernier avec les Islanders. Ça devrait être un bon jeune défenseur pour les années à venir. Donc, tu sais, oui, on perd des morceaux, mais on a des jeunes joueurs qui viennent boucher ces pertes-là. Fait que non, du côté des Islanders, je pense pas qu'ils vont être vraiment challengés dans cette division-là. Je les vois premiers. Puis quand tu as un coach comme Barry Trotz, c'est dur de miser contre lui. Fait que, honnêtement, dans les autres équipes, bien qu'on voit que cette division-là, il y a beaucoup de bonnes équipes. Honnêtement, j'en vois pas une qui peut déloger les Islanders au premier rang. Non, puis on parle rarement des gardiens de but parce qu'on dit souvent qu'ils sont favorisés avec le système de jeu. On a quand même un très bon duo là, avec Sorokin puis Varlamov. Varlamov, là, ça reste Varlamov. C'est un gars qui est quand même toujours à la bonne place. Fait toujours son pourcentage d'arrêt, fait toujours son pourcentage de job au niveau de la saison. Puis là, on vient rentrer un Sorokin en plus qui va probablement faire moitié-moitié dans les parties cette année, à moins qu'il y en ait un qui se démarque entre les deux. Donc, on n'a pas vraiment de problème au niveau des gardiens de but dans cette équipe-là non plus. Tu sais, c'est même comme encore une fois, je mets l'emphase sur le fait que il y a plusieurs bonnes équipes, mais il y en a plusieurs dans le lot qu'on dit ils ont un bon premier gardien, mais le deuxième, on parle des Hurricanes qu'on est vraiment pas safe avec les deux. Les Flyers, moi pour ma part, j'ai ma crainte avec Martin Jones, mais on a tous les deux une crainte avec Carter Hart. Ouais. Les Rangers qui ont un bon duo aussi. Les Devils, Blackwood, il faut qu'il se fasse vacciner premièrement. Puis deuxièmement, Bernier,
Le pas en parler de ça. C'est un bon 2, mais est-ce que C'est c'est pas un un gars qui peut gardien c'est hyper ça. fiable? Peut-être pas. Les Pittsburgh, ça, c'est un gros problème devant le filet. Fait que, il y a quand même Ouais. certaines équipes là, qui ont des problèmes. Mais les Islanders, là, tu mets n'importe qui devant le filet entre Sorokin et Varlamov, tu sais que le gardien va avoir une bonne performance. C'est sûr qu'il y a des fois des accidents qui arrivent, qu'il y a des moins bons matchs, mais en général, tu le sais que ton gardien va te donner un bon départ. Puis ça, honnêtement, avec un calendrier qui va être un petit peu plus squeezé en raison des Olympiques, Ouais. des 2-en-2, tu vas en avoir quelques-uns là, dans la saison, donc ça te prend 2 bons gardiens. Puis du côté des Islanders, ça, Trotz peut dormir sur ses 2 oreilles avec ça. Il n'y aura pas de trouble avec ses gardiens cette année. Non, puis tu sais, même en la relève dans un match, comme tu dis, là, c'est un joueur que je pense pas qu'il va mal dormir, comme tu dis, là, peu importe qui va mettre des gardiens d'un but cette année. Là. C'est 2 bons gardiens de but. Là. Donc, finalement, Stéphane, notre classement n'a pas différé différé tant que ça. Il y a les surpris. Devils puis les Pingouins, les Blue Jackets plutôt, qu'on a switché quand même de 2 positions à peu près. Mais sinon, les autres, encore une fois, c'est quand même assez pareil. Ben, pas pareil, mais très semblable. Ouais, écoute, ça me fait juste me montrer comment que je connais ça quand même un peu parce que toi, t'es une sommité. Fait que Ben là, une sommité, peut-être pas. Quand j'ai commencé le podcast, je me disais, il faut pas que j'ai l'air fou avec Max, mais finalement, je suis pas si pire. En 4 semaines, je m'avance bien. Tu t'en sors très bien. Yes. Mais là, c'est là qu'on va voir si tu t'en sors très bien ou pas, parce que c'est le moment du segment sur réception. Donc, tes questions, ils ont mieux d'avoir du bon sens. Ouais, ben écoute, j'y étais avec 2 questions dans la division, 2 questions overall, parce qu'on commence quand même avec des nouveaux podcasts la semaine prochaine au niveau de la saison régulière ou des pré-saisons. Donc, on va tomber dans d'autres discussions. Première question juste pour toi, puis ça, c'est une bonne. Est-ce qu'Ovechkin va réussir une autre saison de 50 buts cette année? Moi, j'ai l'impression que cette époque-là est terminée du côté d'Ovechkin. Je pense que ça va être plus à coup de saison de 35-40 buts. Mais je pense plus qu'il va être capable d'en marquer plus que 50 par année. Là, on voit déjà qu'il y a un certain déclin dans son cas. Et je parle d'un gars qui l'avait dans son pool l'an passé et l'année d'avant aussi. Tu sais, on dirait qu'on le voyait moins sur le sommaire, Ovechkin, depuis quelques saisons. Je pense qu'il est capable encore d'en marquer 35-40, mais d'après moi, il en remettra plus 50 par année comme il faisait avant. OK. Intéressant parce que 2017-2018, 49 buts, 82 matchs. 2018-2019, 51 buts, 81 matchs. 2019-2020, 48 buts, 68 matchs. 2020-2021, 24 buts, 45 matchs. C'est un pace quand même qui se tourne autour de 46-47 par année. Mais on dirait que, je sais pas, on dirait que ça paraissait pas tant sur mon pool, ça, ces stats-là, en tout cas. Non, mais c'est le nombre de passes qui est en déclin, là, tu sais, 38, 38, 19 et 18. Donc, 2019-2020, 68 matchs, 48 buts, 19 passes. Donc, mais je le souhaite qu'il soit capable d'en mettre 50 par année. Moi, je pense que cette époque-là est révolue, mais je souhaite que ça qu'il me fasse mentir et qu'il passe le record de Gretzky. Là. Ah, ça serait ça. Je pense que tout le monde, même le principal intéressé serait content, mais je pense que 50 buts, c'est peut-être... ça se pourrait, on le souhaite tous, ça pourrait être probablement une bonne chose. Mais je pense que de cette façon qu'on peut réussir à faire 50 buts au niveau du Ovechkin au cours des peut-être prochaines années ou l'autre après, ça va être parce qu'on va vraiment lui donner la rondelle pour lancer. Là. Ça va être des 3 à 400 lancés par année, d'après moi, là, comme il est habitué de faire, parce que c'est la seule façon, je pense, qu'il va marquer. C'est pas le joueur qui va focusser à faire les jeux, mais il va faire les buts. Là. Mais en même temps, je me dis, si on voit que les joueurs lui donnent vraiment trop la rondelle, à un moment donné, les autres équipes vont bien le voir. Là, que... Ben, ça fait 730 buts qu'on se dit ça. ouais, mais tu sais, je veux dire. Encore comment il fait pour faire des buts avec. Ouais, mais je veux dire, tu sais, les Caps ont quand même d'autres forces de frappe en Kuznetsov. Ils ont Oshie, ils ont Wilson qui est pas mauvais aussi, Backstrom. Mais là, si on cherche catégoriquement à feeder Ovechkin game par game, à un moment donné, ça va se voir sur les plans de match. Puis non, c'est sûr. Je pense qu'on va s'adapter en conséquence. Il faut que les Caps trouvent quand même un moyen de ne pas être trop prévisibles dans tout ça pour réussir à feeder Ovechkin. Parce que, tu sais, si on a un avantage numérique, on essaie tout le temps le jeu transversal. À un moment donné, les équipes vont juste s'ajuster. C'est bien beau qu'on a Carlson à la ligne bleue qui peut tromper un peu parce qu'il lui aussi est capable de décocher des bons tirs. Fait que si on donne trop de surveillance à Ovechkin, on va avoir un Carlson qui va être libre. Mais il faut juste que les Capitals ne démontrent pas trop qu'ils essayent trop fort de donner la rondelle à Ovechkin parce que sinon, ça pourrait jouer contre eux autres. Là. C'est un super bon point que tu dis là. Deuxième question. Ça, c'est une drôle, par exemple. Zdeno Chara avec les Islanders. Est-ce que c'est la saison de trop pour Zdeno Chara? Bonne question. C'est parce que l'affaire avec Chara, c'est que ce qui l'amène, c'est pas tant des éléments qui peut nuire à son âge, dans le sens qu'on sait que Chara
C'est un joueur qui va être défensif, qui va jouer sur le piqué, va bloquer des lancers. Fait que quand même qu'il patine plus, il peut amener son utilité pareil dans ses. C'est sûr que ce ne sera pas un défenseur qui va jouer 30 minutes par match, on oublie ça en partant. Là. Mais c'est pas comme exemple si je te dis, mettons, faire un parallèle, là, exemple, là, c'est sûr que là, c'est très fictif là, ce que je vais dire. Mettons un Cale Makar rendu à 39 ans, 40 ans, est-ce qu'il va être encore aussi mobile qu'il l'est présentement? Probablement pas. Donc là, oui, à un moment donné, ça pourrait devenir la saison de trop s'il étire trop la sauce. Mais un gars comme Chara, que s'il joue dans ses limites, peut encore offrir des fiers services à une équipe, encore une fois, dans un rôle limité et dans un rôle précis. Je ne le vois pas jouer première paire et jouer avantage numérique sa première unité. Mais c'est un joueur que tu peux envoyer en fin de match puis qu'il fasse la larve devant le filet puis qu'il bloque des lancers puis qu'il essaie de sauver l'avance d'un but ou en désavantage numérique pour bloquer des lancers. Je pense pas que ça va être la saison de trop, mais il ne faudra pas qu'il tire trop la sauce parce que à un moment donné, ça va faire son temps. Là, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est la dernière saison de Zdeno Chara. Pourquoi? Parce que je pense qu'il s'en va avec les Islanders. Les Islanders ne seront peut-être pas dans le top 2 à la fin de l'année pour la Coupe Stanley, mais je pense qu'ils ont une bonne chance en bien entouré. Donc, je pense que Zdeno Chara, à 45 ans, va prendre sa retraite. Probablement aller au Hall of Fame, mais comme tu dis, je pense que c'est pas le genre de joueur qui peut avoir une saison de trop. Il va quand même donner des petits services aux Islanders, surtout de la profondeur. Il va peut-être faire un hard gear de lui-même en faisant le bâton partout. Ah oui, puis en même temps, les Islanders n'ont pas besoin d'un défenseur d'impact. Ils ont déjà les défenseurs. Exact. Ça, c'est juste de la profondeur. C'est du bonus que Chara va apporter en réalité. Fait que, tu sais, le gars n'aura pas trop de pression. Du côté des entraîneurs, on ne voudra pas lui donner un gros rôle, puis on ne sera pas forcé à lui donner un gros rôle parce qu'on a déjà des défenseurs pour ces rôles-là. Fait que, non, ça pourrait bien se terminer, Chara, avec les Islanders, pour vrai. Oui, ça pourrait être une bonne affaire, ce que tu dis. Troisième question. Là, je vais voir si tu suis un peu les chandails des joueurs. Que penses-tu du retour des chandails des Coyotes de l'Arizona avec le fameux logo du Coyote en papier? Honnêtement, du côté des Coyotes, il n'y a pas trop grand-chose qui m'intéresse. Fait que les chandails, là, honnêtement, honnêtement, ça pourrait. Ils pourraient mettre n'importe quoi dessus, puis je m'en torcherais, honnêtement. Mais tu sais, je trouve ça bien qu'on ramène. Mais tu sais, il y a ça que je trouve drôle un peu, par exemple, c'est que depuis des années, là, on essaie de mettre des nouveaux chandails. Puis là, depuis une couple d'années, là, on ramène tous les anciens chandails qu'il y avait avant. Fait que finalement, on avance pour reculer. Là. C'est comme la bonne en réalité. C'est comme les taillots qui sont revenus à la mode pendant une couple d'années. Là, maintenant, on va ramener des jeans quasiment aux genoux. Puis. Écoute, je vois pas le point à part essayer juste de vendre des chandails pour vendre des chandails, mais pour vrai. Tu sais, ils sont pas laids, honnêtement, les chandails. Je trouve que ça fait changement un peu de leur look rouge-rose. Ouais. Mais honnêtement, c'est pas. Je dors bien la nuit encore malgré le changement des chandails. Ouais. J'ai encore la face de Phil Kessel dans sa photo inaugurale. Par contre, ce que je dirais, c'est que leur chandail Reverse Retro était dégueulasse. Ça, c'est la seule chose que j'ai à dire. Ça, c'est vrai. Ça, on dirait honnêtement que c'est un projet d'art plastique d'une personne de secondaire 3, puis c'est un concours, puis c'est lui qui a gagné. Genre, c'est... ou quelqu'un qui était sur un trip d'acide vraiment trop solide, puis ça a donné ça. Là. Effectivement. C'est vraiment... Non, lui, j'en ai fait des cauchemars. Ouais, c'était un des plus laids et d'aplomb. Tu sais, j'aime pas non plus le gilet des Coyotes, le rétro, là, qui viennent. Pas le rétro, mais celui qu'ils ont fait pour la saison. C'était juste notre petite rubrique mode de cette semaine. Puis juste en terminant, parce que je sais que tu es partisan des Red Wings. Lui, des Red Wings, le Reverse Retro, il aurait pu se forcer un peu. Là. Hey, c'était ordinaire. Ça fait que j'ai pas eu honte, mais je me suis dit, on aurait pu faire beaucoup mieux du côté d'une équipe du Original Six. Autant que je disais que lui, des Coyotes, c'était quelqu'un qui a gagné un concours d'art plastique en secondaire 3, autant que lui, des Red Wings, c'est le gars qui a commencé le concours, mais qu'après Samuel s'est dit « Ah, fuck off, j'ai autre chose à faire », puis il a juste garoché ça, là. Ça, c'était blanc longtemps, sérieusement. Hey, t'as une équipe Original Six, peux-tu te forcer un peu? Puis, sérieux, pas compris. Honnêtement, t'as dit que t'avais pas honte, mais moi, j'aurais honte d'être un partisan des Red Wings, pour vrai. Je suis comme, voyons, c'était une des équipes qui est là depuis plus longtemps dans la NHL, puis tu sors un chandail blanc avec le logo des Red Wings, rendu là. Ouais, c'était bizarre. Rendu là, t'aurais juste dû mettre un chandail blanc au Canadian Tire à 25$, ça aurait fait pareil, là, pas de logo, rien, là, t'étais même parti. Ouais, c'était juste, je pense, ça s'est fait vite sur le bout d'une table sur un resto qui a une coupe de vin. Ça n'a pas été pensé trop. Maintenant que la chronique mode est faite. Ouais, effectivement.
Effectivement, donc, excuse, hein, je trouve ça vraiment drôle. Non, Donc, c'est bien correct. Écoute, c'est ça que je veux, des questions qui vont out of nowhere. Là. c'est bon, c'est très bon. Puis écoute, on va revenir avec la dernière question parce que probablement qu'à partir des prochaines semaines, on va parler plus du Canadien. Évidemment, on est au Québec, donc on va parler de notre équipe du Québec. Mais tu as suivi un petit peu le camp d'entraînement du Canadien? Oui. Pas mal. Moi, j'essaye malgré tout. Donc, je vais te demander, probablement que je sais la réponse, mais pour le monde qui nous écoute et qui nous suivent, là, c'est qui que t'as le plus impressionné pendant le camp pour le moment au camp d'entraînement du Canadien? Ben, écoute, je peux dire la réponse générale que tout le monde dit depuis 2 semaines, qu'Aiden Gourley a été vraiment incroyable. Mais si je veux différer un petit peu des réponses pour faire un peu mon. Bon, je connais toutes, là. Non, c'est pas vrai. Mais honnêtement, tu sais, j'ai aimé le camp d'un gars comme Michael Pezzetta, que pour vrai, le gars a amené de la robustesse, a marqué des buts, mais honnêtement, je pense pas que c'est un HLer plus qu'il faut. Mais est-ce qu'il a bien fait au camp? Absolument. C'est un joueur qui a vraiment bien fait. C'est un gars qui amène du papier sablé. Puis s'il y avait un petit peu plus d'aptitude, là, c'est un gars que je pourrais voir sur une quatrième ligne. C'est avec un gars comme Harvey Pinard de l'autre bord. Puis tu mets un joueur de centre aussi qui est tout aussi intense. Ça devient un quatrième trio qui est fatigant à jouer. Là. Mais tu sais, sinon, si je vois avec la réponse générique, c'est sûr que Goulet a été excellent, mais je persiste et je signe. Ce gars-là doit retourner dans l'Ouest. Ah, il faut ne pas faire l'erreur qu'on a faite avec les autres trop souvent à Montréal. Exact. On dit, là. Puis tu sais, je trouve ça drôle parce que le monde capote tout sur Goulet. Mais voilà un mois, ça chialait que Kéké, on l'avait emmené trop tôt puis que c'est ça qui a scrappé son développement. Ben là, branchez-vous. Là. Oui, il a bien fait. Puis honnêtement, je ne serais pas contre de lui donner, comme on parlait tantôt avec Hendrix Lapierre, avec les Caps, on lui donne un 9 matchs. Ouais. Puis après ça, on l'envoie dans l'Ouest, puis qu'il connaisse sa bonne saison dans l'Ouest, qu'il joue au championnat du monde d'hockey junior, qu'il ait toutes ces expériences-là. Puis l'année prochaine, de toute façon, l'année prochaine, là, un gars comme Chariot est à sa dernière année de contrat. Ouais. Fait que si en plus on a un contrat de Suzuki à faire entrer, à faire signer en espérant que Bergevin ne sera pas assez innocent puis de laisser RFA, je parle à toute l'été puis qu'on se fasse bomber Suzuki aussi là, après Kotkaniemi. Mais tu sais, si Chariot part, moi je vois un gars comme Gourley justement prendre sa place, qui amène les mêmes choses puis il peut être un petit peu plus offensif en plus. Fait que, honnêtement, ce serait un bon remplacement puis tu sauves de l'argent là-dessus. Parce que tu sais, on parle des équipes, là, c'est quoi qui fait le succès d'une bonne équipe dans la LNH? Ben, c'est ça, c'est d'emmener des gars à 900 000, les gars à 850 000 qui sont capables de prendre des places, des gars de 3,5 millions, 4 millions. Puis après ça, cet argent-là, tu l'investis ailleurs, puis c'est de même que tu solidifies ton équipe. Puis moi, honnêtement, je regarde ça, puis je trouve que les astres là, sont alignés pour que l'année prochaine, Chariot part, Gourley prend sa place dans le top 4, sa deuxième paire avec un gars comme Petrie, ou à la limite, si tu ne veux pas défaire ta paire Edmondson-Petrie, tu le mets avec un autre, mais peu importe. Tu sais, je pense qu'un Gourley peut avoir sa place avec l'équipe dès l'an prochain. Mais cette année, il faut qu'il y ait ces expériences-là. Championnat du monde d'hockey junior, peut-être une run avec Prince Albert dans l'Ouest. Je ne sais pas si on a une bonne équipe cette année ou sinon, dans le pire des cas, il peut toujours être échangé à une équipe qui est aspirante à la Coupe. De toute façon, ça va être sa dernière année dans l'Ouest parce que l'an prochain, si je ne me trompe pas, il va pouvoir jouer à Laval ou à Montréal, évidemment, s'il fait de club. Fait que, non, honnêtement, Gourley, je pense que si on peut lui donner un essai de 9 matchs, mais après ça, on le ship dans l'Ouest parce que c'est trop tôt. Là. Je pense que déjà, on a pas mal de défenseurs à Montréal. Est-ce qu'on a vraiment de la place pour lui? Non, puis je pense que c'est trop. Comme tu dis, c'est trop de tirer des verres. Là, on va laisser, je pense, prendre l'expérience. On va probablement être nommé capitaine de l'équipe Canada en plus au championnat du monde. Donc, tu sais, on pourrait faire ce que moi, je pense, les bonnes équipes font depuis 5-6 ans. C'est ça, c'est de faire jouer leurs joueurs un petit peu dans la Ligue américaine, une saison, 2 saisons, puis après ça, on vient les chercher. C'est sûr que c'est probablement pas un exceptionnel, mais c'est un joueur qui va être dominant s'il est bien formé. Puis c'est malheureusement le bas qui blesse chez le Canadien depuis trop longtemps. Donc, on peut-tu être patient avec Goulet puis le faire? Même chose, c'est un peu la bémol pour Caulfield. Là. Est-ce que Caulfield va connaître une bonne saison cette année? Il y a beaucoup de monde qui voit Zegras avec le Calder. Pourquoi? Parce que justement, la pression est peut-être un petit peu trop forte à Montréal. Donc, on peut se laisser respirer Goulet. Mais comme toi, je pense que c'est lui qui fait le plus présentement dans le camp d'entraînement du Canadien. On est surpris pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'attente, je pense. Versus les autres, peut-être qu'on avait plus d'attente, comme Peeling. C'est le problème qu'on a présentement, c'est ça, c'est que là, Peeling déçu, Peeling déçoit. Pourquoi? Parce qu'on avait des grosses attentes envers lui. Goulet, on n'avait aucune idée c'est quoi l'attente qu'on avait envers lui. Là, je pense qu'il fait juste ouvrir les yeux à tout le monde. Tu sais, il y a 2 choses que je vais ajouter. Est-ce que tu as touché aussi l'aspect Caulfield, mais juste pour revenir sur Goulet. Tu sais, honnêtement, il faut que tu te poses la question, tu perds quoi à l'envoyer dans l'Ouest? Absolument rien. Puis tu perds quoi si tu le laisses à Montréal et qu'il ne performe pas? Tout.
pratiquement. Tu scrapes son développement carrément. Là. On l'a vu avec KK que ça a parti en boîte pas mal son affaire, malheureusement. Oui, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça, mais n'empêche que le monter à 18 ans, c'était peut-être trop tôt. Là, on est en train de vouloir faire la même erreur avec Gourley. Faut pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut apprendre de ses erreurs aussi. Là. Puis, comme je l'ai mentionné, tu l'envoies dans l'Ouest, tu perds absolument rien parce que, anyway, tu as une défensive respectable quand même sans Gourley. Fait que, tu sais, tu perds rien au change. Maintenant, un dossier Caulfield, si, admettons, il ne performe pas en début de saison, si on l'envoie dans la Ligue américaine, c'est pas grave, là. Non, Mais ça, j'ai l'impression que si le Canadien l'envoie dans la Ligue américaine, ça va être la fin du monde. Là, Caulfield va devenir le pire flop de l'histoire de l'humanité, même avant Louis Leblanc. Oui, ça se peut, ça se pourrait. Mais, tu sais, le gars a joué 4 matchs, je pense, dans la Ligue américaine. Puis après ça, il s'est joué au Canadien. Il a joué une dizaine de matchs, puis il a joué les séries. Il n'y a même pas une saison pro encore dans le corps. Fait que si on envoie Caulfield dans la Ligue américaine, honnêtement, ça va juste être bon pour lui parce qu'il va aller dominer là-bas, puis il va juste revenir plus fort. Mais l'impression que j'ai, c'est que si on fait ça, là, non, là, on va le tuer. Là, on va scraper tout son développement. Mais c'est parce que le Canadien a tellement de profondeur à l'aile qui pourrait se permettre de faire ça. Puis je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose qu'il le fasse s'il ne connaît pas de succès. Je ne dis pas qu'il faut l'envoyer par défaut à Laval. Mais si on voit qu'il est rendu à 30 matchs, il a marqué 2 buts, il a 2 passes, 4 points, puis il joue sur le premier trio pendant tout ce temps-là, ben l'envoyer à Laval, ça ne va pas lui faire mal. Là. Non, au contraire, ça va lui permettre de prendre confiance. Puis qu'il n'y a pas de 10 en 2 matchs, ça va juste remettre sa confiance sur la bonne voie. Oui, exact. Il ne faut pas avoir de complexe. Puis tu as raison, il ne faut pas faire la même erreur qu'on a faite avec les autres. Puis c'est un petit peu ça que j'ai peur avec Cole Caulfield cette année. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de talent. Le jeune, tout le monde le sait qu'il y a du talent. Tout le monde sait qu'il va probablement bien faire quand même cette année, mais il ne faut pas s'attendre à un gars qui va faire 30-35 buts. Il faut avoir les attentes un petit peu plus basses. C'est un gars qui a joué dans NCAA, c'est un gars qui a beaucoup de talent, mais il faut aussi faire attention. On est souvent capable de détruire des carrières à Montréal, puis il faudrait comprendre ça. Autant au niveau de la partisanerie que je pense qu'au niveau de l'organisation. Marc Bergevin n'est pas reconnu non plus pour laisser les joueurs longtemps dans la Ligue américaine. Donc, il faut faire attention à ça cette année. Tu sais, le Canadien l'avait fait avec Kéké il y a 2 ans. C'était avant la pandémie. Il avait envoyé Kéké dans la Ligue américaine. Et toi, les journaux et les stations de radio, c'était l'enfer, là. Mais pourtant, ça a souri à Kéké. Je pense qu'il y a eu quasiment un point par match dans la Ligue américaine. Puis honnêtement, là, petite parenthèse, je suis allé nous voir justement une game du Rocket pendant qu'il était à Laval, live. Puis honnêtement, il y avait des joueurs qui ressortaient pas mal plus que KK dans ce game-là. J'ai peut-être pogné une de ces mauvaises games, mais tu sais, ça prouve à quel point qu'il était peut-être pas si près que ça de jouer dans la LNH. Je pense qu'on l'a rushé beaucoup trop vite. Puis que peut-être une saison complète dans la Ligue américaine ou peut-être le laisser en Finlande pendant une saison, ça n'aurait pas fait de tort dans son cas. Encore là, c'est comme je dis, peut-être que j'ai juste pogné une de ces mauvaises games. Mais j'ai vu des joueurs, un gars comme Laurent Dauphin qui n'aspire pas tant à être un joueur de la LNH comme ces parties-là. Il avait ressorti 10 fois plus qu'un gars comme Kotkaniemi. Oui, peut-être plus vieux, mais quand tu es un choix top 3 overall dans un draft, tu es censé avoir. Le talent est censé te sortir par les oreilles, puis c'est censé te paraître sur la glace. Puis je te dirais que ça n'avait pas vraiment paru ce game-là, malheureusement. Fait que, tu sais, honnêtement, comme je dis, si un joueur en arrache, peu importe au stade où il est rendu, là, on peut le renvoyer dans la Ligue américaine. C'est pas une catastrophe. Là. Il ne passe pas par le balotage, fait qu'il n'y a pas de danger qu'il soit réclamé. Puis comme j'ai mentionné avec l'exemple de Caulfield, si on l'envoie à Laval, il y a d'autres alliés qui sont là pour le remplacer temporairement. Ce ne sera pas la fin du monde, mais je dis ça. Mais si ça arrive, là, moi, je pense que Montréal brûle. Oui, mais il faut aussi, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on avait plus besoin de Kéké il y a 3 ans que là, on a besoin peut-être de joueurs. L'équipe est mieux balancée. Puis, si tu écoutes tous les réseaux qui en parlent, je pense unanimement, tous les grands réseaux de télévision ou les grands chroniqueurs de sport vont te le dire. Je pense que le Canadien a beaucoup plus de profondeur cette année. Puis je pense on a dit ça l'année passée. Surtout à l'aile. Oui, c'est ça. Mais là, je pense qu'on peut vraiment dire ça cette année. Oui, notre ligne de centre est jeune, plus jeune que l'année passée. C'est peut-être un petit peu la bémol de cette année, mais aux ailes, même en défensive, pour vrai, on a beaucoup de profondeur. Puis je pense que c'est ça qui va faire du bien, malgré les tonnes de blessures qu'on a présentement avec le camp d'entraînement. Là, on ne voit même pas la différence. Les joueurs passent, on les connaît tous sur des joueurs nationaux déjà établis ou qui ont été établis.
Fait que je pense que Marc Bergevin, je ne sais pas sa dernière année, on ne pourra pas dire qu'il a fait un mauvais passage chez le Canadien. Là. J'ai regardé une statistique l'autre fois, puis je trouvais ça bien drôle. Le Canadien a gagné, je pense c'est quoi, 7 séries depuis que Marc Bergevin est là, puis... le deuxième qui le suivait, il en avait genre 2 ou 3. C'était 2 ou 3, puis il me semble que c'était le... je me souviens pas comment il s'appelle, là, mais ça faisait quand même une 15-20 d'années. Donc, on peut pas... Oui, critiquer, oui, c'est pas facile d'être DG du Canadien, on le sait tout, mais en même temps, Bergevin, il livre la marchandise, je pense, depuis les 2 ou 3 dernières années. Puis on a une équipe rodée présentement. Il manque juste quelques éléments. La jeunesse a poussé, plus d'efforts. Puis on a fait le classement l'autre fois. On les voyait tous les deux pas en série. Mais là, ça se peut qu'il fasse les séries aussi. Là. Non, effectivement. Puis, tu sais, on dit depuis le début que, juste pour revenir à la division métropolitaine, puis que c'est le sujet là, du podcast d'aujourd'hui, tu sais, on dit, il y a 5 équipes qui vont se qualifier dans la métropolitaine. Mais, tu sais, quand j'y repense, est-ce que le Canadien peut être meilleur que les Rangers? Oui. Est-ce que les Canadiens peuvent être meilleurs que les Flyers? Aussi. Est-ce que les Canadiens peuvent être meilleurs que les Hurricanes? Peut-être. Fait que, tu sais, on prend pour acquis depuis le début qu'il y a 5 équipes qui vont se classer du côté de la métropolitaine. Mais tu l'as dit, le Canadien a une bonne profondeur en défensive, ils ont une bonne profondeur à l'attaque aussi. Il y a la ligne de centre là, qui est plus un peu incertaine, mais il y a quand même beaucoup de profondeur à l'aile. Devant le filet, quand Price va revenir, ça va être un bon duo de gardiens encore une fois entre Price et Allen. Fait que finalement, peut-être que le Canadien peut se classer via les équipes repêchées. Là. Je ne serais pas si surpris que ça en y repensant. Là, quand tu compares avec les autres équipes, je pense que le Canadien peut rivaliser avec certaines équipes de la métropolitaine. Non, on les a peut-être vus moins forts qu'ils sont aussi. Là. Ironiquement, ça arrive rarement au Québec, mais je pense qu'on est assez objectifs les deux pour peut-être voir la différence. Mais comme tu dis, le Canadien, si tout va bien, puis l'année passée en série, ils nous ont surpris, mais c'est pas pour rien. Une équipe ne se rend pas en finale de la Coupe Stanley pour le fun. Puis ça, il faut arrêter de dire ça aussi. Là. Peu importe les équipes qui se rendent là, ils n'arrivent pas là pour le fun. Il y a une chimie qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour le Québec, puis il y a beaucoup de Québécois en plus cette année, j'espère que ça va faire en sorte. Moi, c'est pas mon équipe préférée. Pourquoi? Parce que je suis un gars de Québec, donc mon père, c'est un nordique. Et j'ai décidé de faire de la merde. Moi, je vais prendre les Red Wings à l'âge de 5 ans. Donc, tu sais... C'est quand même bon qu'à 5 ans, tu avais des grosses décisions à prendre comme ça. Moi, je prends pour les Red Wings. Ouais, j'avais toujours lâché. Je suis comme avec le football, tu sais, on diverge, mais les Cowboys, depuis que je suis jeune, donc je vais sticker là-dessus. Moi, je suis un gars qui stick sur mes équipes. Donc, écoute, on va avoir une grosse saison cette année. Ça a été 4 semaines de fou pour les classements. J'ai vraiment hâte. Moi, je les ai pris en note, je vais les garder. On va se reparler à la Game 83, qui va être la première des playoffs cette année. Avec ce classement-là, puis on va en rire. Mais écoute... ça a été une solide. Cette semaine, ça a été une solide. Ça n'a pas été facile, puis finalement, on a été quand même pas mal égal les deux. Fait que, quand même pas pris. Fait que là, on a officiellement terminé le bloc de podcast. Ben, en fait, je dirais pas terminé totalement parce que la semaine prochaine, c'est pas coulé dans le béton, mais j'aimerais peut-être qu'on fasse des prédictions pour certains trophées. Exemple, parfait. Meilleur pointeur, meilleur buteur, Vezina, Norris, peut-être Jack Adams si on veut y aller aussi fou que ça. Peut-être des jeux de l'année aussi, si on peut se lancer là-dedans. Calder. Donc, c'est pas coulé dans le béton, mais ce serait quand même intéressant de voir quel joueur on verrait là, au top de la ligue là, pour conclure. Parce qu'après ça, si je ne me trompe pas, la semaine suivante, ça va être pas mal le début de la saison. Donc là, on pourra attaquer des sujets là, qui vont toucher plus la saison régulière. Mais pour closer la pré-saison, ce serait peut-être bon de faire une petite prédiction. Ah, puis pourquoi pas prédiction de la finale de la Coupe aussi. T'inquiète là. Ah, bonne idée, j'aime ça. On va se mouiller, même s'il fait froid dehors. On va se mouiller. Puis ça va être le genre de podcast qu'on va en rire après ça, quand la finale de la Coupe va être terminée. Puis comment ça que finalement la finale c'était Buffalo, Arizona, puis que nous autres on avait mis Colorado Tampa Bay. Genre. Écoute, s'il y a quelqu'un qui mise là-dessus, il va gagner des millions. Parce que si ça arrive, sa cote elle va être de 1 sur 100 000, je pense. Sacrifice. OK, j'annonce dans ce podcast que si quelqu'un dans la section commentaires ose dire que la finale, c'est Arizona-Buffalo qui choisit la bonne équipe avec le bon nombre de matchs, je fais tirer de quoi, genre un hockey neuf ou une paire de patins, whatever, mais c'est clair que je fais de quoi. J'embarque. Fait qu'allez-y. Allez-y. Commentez que Arizona gagne en 4 contre Buffalo pour la finale de la Coupe. Si vous l'avez et que vous avez un prix, c'est sûr. C'est malade. Je pars un GoFundMe, whatever. On va se trouver un commanditaire, mais c'est clair que vous gagnez quelque chose. C'est sur le tape. C'est sûr que ça va se faire. Je suis d'accord.
Fait que Stéphane, un gros merci encore une fois pour cette participation au podcast. On va se retrouver la semaine prochaine. Pour les gens qui nous écoutent, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, faites-le et partagez la bonne nouvelle à vos amis. C'est quand même des bons podcasts qu'on fait. C'est pas de la bouette. Ouais. On n'essaie pas d'avoir des clics, mais c'est toujours le fun d'avoir du monde qui nous suit et d'avoir un peu d'interaction avec vous aussi. Là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner sur YouTube ou quand le podcast va sortir sur Facebook, peut-être le partager, whatever. Faites tout pour que ça se voit. Parce que tout au long de la saison, oui, on va en faire, mais il va également en avoir d'autres qui vont s'ajouter, des entrevues comme j'ai parlé. Encore une fois, là, j'attends encore un peu pour en faire parce que je veux que le podcast ait quand même une couple d'épisodes pour avoir un petit peu de crédibilité pour attirer plus d'invités. Parce que quand tu vois qu'il y a un podcast d'un épisode qui veut faire une entrevue avec toi, tu es comme, ouais, c'est-tu vraiment sérieux leur affaire ou pas? Fait que c'est pour ça que j'attends un petit peu plus. Je sais que je le dis depuis le début de la saison qu'il y a des entrevues qui s'en viennent, mais je vais attendre qu'on ait une couple d'épisodes de fait. Mais là, rendu à 4, là, on commence à montrer qu'on est en business. Là, c'est pas n'importe quoi. Fait qu'il y a ça aussi qui va s'en venir. Et donc, pour suivre tout ça, eh bien, rendez-vous sur hockeysurdemande.com. Allez voir aussi Entre Chum, la page Facebook. C'est une belle page pour discuter de l'actualité au niveau du sport, pas juste du hockey, il y a aussi du UFC, il y a n'importe quoi. Donc, il y a juste Occupation Double qu'il n'y a pas là-dessus, ce qui est une bonne chose. Tant qu'à moi. Non, ça n'arrivera pas non plus. J'espère, parce qu'honnêtement, tu me perds d'être là. Mais sinon, allez faire un petit tour Entre Chum sur Facebook. Sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Encore une fois, c'est pas coulé dans le béton, ça risque d'être des prédictions pour les honneurs à travers la Ligue. Mais ça se peut que ça soit autre chose aussi. Là, on verra qu'est-ce qui va se passer dans l'actualité. S'il y a des gros dossiers à discuter, on va peut-être opter plus pour ça. Sinon, ça risque d'être encore une fois un petit peu de prédictions. Parce qu'on aime ça, des prédictions. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça, puis après ça, on rit de tout le monde quand ça marche pas. Fait que c'est merveilleux. C'est là que les réseaux sociaux s'enflamment. Check Exactement. l'autre qui a dit ça, ça n'a pas rapport. Voyons que Dale Louise va gagner le trophée de meilleur marqueur. Je ne joue même pas dans la ligue. Oui, peut-être sur son podcast. Okay, Stéphane, encore une fois, un gros merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Merci tout le monde. Bye-bye.